Salut les bros, c'est Jérémy Sensei, j'espère que vous allez bien. Moi franchement j'ai la forme, un truc de malade. La semaine elle a été insane en termes de performance boursière surtout. Je sais pas si tu as suivi les vidéos que j'ai sur ma chaîne, mais je suis positionné sur l'action Visiomed. Et franchement, là, depuis quelques semaines, c'est une dinguerie totale. Donc, je te dirai un petit peu où ça va. Je t'en parlerai certainement plus tard. On fera un point sur cette action-là. Mais aujourd'hui, si t'es ici, c'est pas pour parler de bourse, puisque, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de liberté financière. Pourquoi avoir la liberté financière? Pourquoi c'est important pour pas mal de monde? Pourquoi c'est un objectif que la plupart des jeunes investisseurs ont? Et je te cache pas que moi aussi, c'est mon objectif prioritaire. Mais suivant les personnes, la liberté financière, ça peut être tout simplement s'envoyer des cocktails sur la plage toute la journée. Moi, je te cache pas, enfin moi je te dirais que c'est pas mon cas. Hein. Je pense que si tu commences à me connaître, tu t'imagines vite que cette vie-là, c'est pas pour moi. Mais voilà, on va voir ensemble pourquoi, tout simplement. Déjà, pourquoi la liberté financière? Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu es en liberté financière? Et comment moi je vois le truc? Alors, la liberté financière, tu peux la voir sous plusieurs formes. Liberté financière, LF, rentier. Enfin bref, tu l'as compris, le but étant de pouvoir, désolé, le but étant de pouvoir vivre de son activité professionnelle, que ce soit immobilier, boursier, si tu as, je sais pas, si tu as une chaîne YouTube qui performe, contrairement à la mienne qui est jeune, malgré que je suis super content que vous soyez déjà tous là. Tu peux avoir un boulot en annexe, une boîte, enfin bref. La liberté financière, c'est le fait de pouvoir profiter intégralement de son temps. Alors, il y a pas mal de choses à dire, je pense, sur la liberté financière. Déjà, pour commencer, la vraie liberté financière au sens où on l'entend, c'est-à-dire que on peut profiter pleinement de ses journées sans avoir rien à penser d'autre. Ça arrive pas tout de suite. À moins d'avoir 5 millions d'euros en bourse placés sur un support à 10%, et auquel cas tu n'auras rien à faire si ce n'est de faire ton virement de dividende. Forcément, là tu l'as compris que c'est l'Eldorado. Mais pour la plupart des jeunes investisseurs, la liberté financière, c'est surtout le fait de plus avoir à travailler pour un patron, le fait de pouvoir quitter son boulot. Tu vois, il y a pas mal de gens, tu leur demandes si, enfin, suivant les sondages, quand on fait des sondages sur les Français, il y a plus de 60% des gens, je crois, qui, s'ils avaient le choix, quitteraient leur boulot. Donc bien évidemment, si tu leur donnais le choix d'avoir la liberté, oula, je bégaye. Si bien évidemment tu leur donnais le choix d'avoir la liberté financière, il y a pas mal de monde qui dirait oui tout de suite. Maintenant, la liberté financière, au sens où on l'entend nous investisseurs, c'est quand même pas le fait de rien faire toute la journée, puisque contrairement à tout ce que tu peux lire sur internet, si on part du principe qu'on se base sur de l'investissement immobilier, puisque c'est quand même le sujet principal de cette chaîne YouTube, contrairement à tout ce que tu peux voir sur le net, l'immobilier c'est pas forcément des revenus passifs. Alors ça l'est, mais sans l'être. C'est-à-dire qu'à moins que tu fasses tout déléguer en agence, l'immobilier, tu l'as bien compris, il y a une gestion active qui te permet d'avoir des revenus passifs. Moi, par exemple, qui fait tout ce que je peux faire, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, dans l'immobilier, eh bien, il faut que je fasse des visites. Quand il y a des soucis comme l'autre soir, il faut que je prenne ma voiture et que j'aille jeter un œil. Faut que tu fasses tes quittances, etc. Donc, il y a quand même une gestion active qui te permet d'avoir des revenus passifs. Alors que la bourse, placée sur des supports corrects, te permet d'avoir des rendements passifs, et ce sans rien faire, puisque si tu es investisseur et si tu n'es pas trader, eh bien tu balances tes capitaux sur les bonnes lignes d'actions, d'ETF, de tout ce que tu veux, et tu as simplement à attendre que le temps fasse son œuvre. L'immobilier, c'est différent. Donc c'est pour ça je pense que c'était important, qu'il fallait que je replace le contexte quand même de revenus passifs 100% ou revenus passifs via une gestion active.
moi, par exemple, le fait de ne pas avoir mes lots en agence, le fait de ne pas avoir de gestion directement sur tout ce qui est appartements locaux commerciaux, eh bien, même si demain je viens à quitter mon boulot, j'aurai toujours un minimum une gestion active. Alors moi, ça me convient totalement puisque je t'avoue que passer mes journées devant l'ordinateur à jouer à un jeu vidéo comme j'ai pu le faire dans le passé, ou ne serait-ce que de rien faire de mes journées, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai toujours besoin, j'ai toujours ce besoin de vouloir plus, je sais pas, de trouver des projets. C'est pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube, je trouvais ça plutôt cool. Et c'est pour ça que j'essaie de faire tout un tas de choses qui animent mes journées, des choses, si possible, que j'aime faire. Je pense que c'est pareil pour toi. N'hésite pas d'ailleurs à me laisser en commentaire ton avis, ce que tu penses de la liberté financière. Je lis tous les commentaires. Si tu as un sujet de podcast, n'hésite pas non plus. Si tu as envie de me dire que tu es heureux, n'hésite pas. Ça me fera plaisir. Donc je disais quoi? Oui, je disais la liberté financière. Ça dépend pour qui, ça dépend ce que tu veux en faire. Maintenant, la liberté financière, bien évidemment, ça a un prix. Et est-ce que tu es prêt à payer le prix de la liberté financière? Eh bien, seul toi c'est la réponse. Le prix de la liberté financière, c'est, en tout cas pour moi, ça a été de travailler bien plus que les autres. Ça a été de commencer à me lancer dans un domaine qui a été en première partie l'investissement sur des business en ligne qui a été vraiment catastrophique. Ça a été de la merde intersidérale. J'ai perdu un petit peu d'argent, mais ça m'a permis de me remettre dans le droit chemin. D'ailleurs, dans le premier podcast, si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. Je te raconte un peu mon histoire et comment j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Mais voilà, ça a commencé par des business en ligne et puis assez rapidement, ça a dérivé d'abord sur la bourse, c'était vraiment les débuts, et ensuite sur l'immobilier. Jusqu'à ce que le cœur de ce que je fais, le cœur de ce que je fais au quotidien, soit l'immobilier. Maintenant, comme je te le disais, le prix à payer pour moi, pour la liberté financière, ça a été déjà de se former, des heures et des heures et des heures de formation, au même titre que le podcast que tu écoutes aujourd'hui. J'ai vraiment écouté des podcasts, mais toute la journée, que ce soit dans la voiture, que ce soit le soir en m'endormant, quand je faisais à manger, des vidéos formation, éducation, des podcasts, des livres. J'ai vraiment passé des heures et des heures et des heures à me former, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que tu peux retrouver, qui est l'importance de la formation, le meilleur investissement du monde, et c'est vraiment vrai. Plus t'en sais, plus tu performes. Et donc j'ai dû d'abord me former, et ensuite j'ai dû appliquer ce que j'avais appris. Tu sais, c'est le fameux CAA de Yann Darwin, là, le comprendre, apprendre, appliquer. Et c'est vraiment ça. Donc comprendre comment les choses fonctionnent, ensuite apprendre à faire, et ensuite faire. Donc pas mal de formations. Les débuts dans l'immobilier, eh bien c'était pas forcément d'outillage, donc il a fallu s'équiper en outillage. C'était pas forcément de connaissances, que ce soit plomberie, électricité, bande à joint, comment poser des plaques de placo. Tu sais, j'ai pas mal regardé de vidéos sur un mec sur YouTube, peut-être que tu connais, qui s'appelle Takayaka. C'est un gars qui est spécialisé dans le bâtiment, qui fait du placo, qui t'explique tous les process professionnels pour que ce soit bien fait. Et franchement, ces vidéos, je t'invite vraiment à aller les voir, parce que si tu démarres, ne serait-ce que si tu refais ta salle de bain, ou si tu dois refaire simplement une peinture dans ton salon, je t'invite vraiment à aller consulter ces vidéos. Elles sont insane. Il explique vraiment bien, il est marrant, il est super professionnel. Moi, je te cache pas que 90% de tout ce que j'ai appris dans la rénovation bâtiment, c'est grâce à lui. Donc ça a été une formation. Alors certes, au début, tu sais, j'ai attaqué les bandes à joint dans le cellier, sur des endroits qui se voient pas trop, tu vois, parce que forcément ça allait faire de la merde sinon, si je faisais ça dans mon salon directement. Mais petit à petit, j'ai réussi quand même à avoir des résultats plutôt corrects. Et encore une fois, eh bien, c'était tout simplement de la formation. De la formation au travers des vidéos que j'ai mis en pratique derrière.
en suivant ses conseils. Et franchement, bien évidemment, la formation ne remplace pas l'expérience. Mais au même titre que si tu commences à partir en expédition dans l'Everest, il vaut mieux avoir préparé le terrain avant et savoir un minimum où tu vas. Avant d'y aller, ça évitera bien de te perdre et de te retrouver dans une merde pas possible. Donc j'ai pas mal fait de formation. Ensuite, j'ai commencé à mettre en appli, comme je te disais, tout ce que j'avais appris, que ce soit en pratique tout simplement manuelle ou que ce soit on applique sur des process par rapport aux méthodes de négociation, parce que évidemment j'ai poncé, comme tu peux le penser, j'ai poncé tous les sujets, que ce soit la négociation, la gestion bancaire, les rendements, enfin bref, il a fallu vraiment que j'apprenne tout, puisque je ne suis pas du tout dans l'immobilier de manière générale. Putain, d'ailleurs moi il y a un scooter là, tu sais, tel le moustique qui tourne autour au bord de la nuit, là, c'est chiant. J'espère que tu l'entends pas trop, j'espère que tu n'entends pas trop les bruits de la bagnole d'ailleurs. Il faudra vraiment que j'écoute ça au montage. Et donc, la formation, donc des heures de formation, après j'ai commencé à mettre en pratique. Et bien évidemment, ce qui se passe après, c'est que pour mettre en pratique, il a fallu que j'achète les premiers biens immobiliers. Donc ça, c'était pas forcément un stress, puisque j'ai eu la chance de vivre par procuration l'achat des premiers biens immobiliers, au travers de mon meilleur ami qui avait pris un petit peu d'avance sur moi, et du coup j'ai pu voir comment ça se passait. Donc j'étais un peu moins stressé et j'avais déjà un recul sur le marché locatif dans la ville où j'investis, puisque au départ, tu sais, si t'as pas forcément de personnes autour de toi qui font de l'investissement locatif, t'as tendance à te demander, est-ce que le marché est porteur? Est-ce que ça va se louer dans le coin? Est-ce que je vais pas galérer à louer mon appartement? Tu sais pas trop, hein, franchement, quand t'as pas d'avis, tu sais pas. Moi, la chance que j'avais, c'est que mon collègue, je vois son appartement, franchement, à partir du moment où il a eu les clés, en moins de 2 jours, il le louait 5 fois, quoi. Donc c'était assez rassurant. Tu sais, on s'est vite dit, tiens, en fait, moi je pensais galérer à le louer, et puis finalement, si j'en avais eu 3, je l'aurais loué 3 fois. Donc ça a été un vrai soulagement, et en même temps, ça a été un vrai boost quant à notre motivation de se dire, ouais, franchement, il y a l'air d'avoir un marché. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop été stressé, de l'achat du premier immeuble. Je savais qu'il y avait une demande. Ensuite, le fait de connaître la ville correctement, eh bien, je savais qu'on achetait dans des endroits qui étaient fréquentables. Donc tu vois, tout ça, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Je veux dire, là, je t'ai résumé ça en 10 minutes, même pas. Mais la question initiale, c'était oui, la liberté financière, ok, mais es-tu prêt à payer le prix? Je t'ai survolé ça en 10 minutes, mais en réalité, tout ça, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et d'ailleurs, je suis encore dans le timer, puisque je ne suis pas encore en liberté financière. J'y suis presque. Je t'avoue que si je voulais partir, je pourrais. Maintenant, moi, j'ai une philosophie de la liberté financière. Tu sais, la liberté financière, c'est quoi pour toi? C'est d'avoir 1500 € et de remplacer ton salaire. La liberté financière, c'est d'être un petit peu plus large. Maintenant, ça dépend vraiment de chacun. Moi, la liberté financière, c'est quand même de pouvoir vivre comme je vis aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt bien, mais de pas me brider pour autant, de devoir bloquer mes investissements, mon DCA en bourse, pour ne citer que ça, sous prétexte que ça y est, je suis libre. Mais en fait, je suis pas vraiment libre, parce que j'ai le couteau sous la gorge, parce que je suis ric-rac tous les mois, et en fait, ça passe au poil de cul. Moi, c'est pas ça, la liberté financière. Je t'avoue que j'ai vraiment envie de l'avoir en étant assez large. Donc, c'est toujours pareil. C'est la liberté financière, oui, mais à quel prix? Maintenant, je dirais que entre le moment où j'ai commencé à me poser, vraiment à me dire, tiens, je veux faire quelque chose, et où est-ce qu'on va aller, et aujourd'hui, il s'est passé quand même 5-6 ans. Donc tu vois, le prochain bien que je vais signer, et d'ailleurs, spoiler, là actuellement je te fais cet enregistrement, je suis dans ma voiture. C'est pour ça que ça me casse les couilles qu'il y a un scooter derrière qui arrête pas de gueuler avec son pot décatalysé. Parce que je vais justement visiter un bien immobilier qui est globalement une grosse demi-heure de chez moi.
avec des collègues, parce que il semblerait que ça soit peut-être un bon plan. Maintenant, je sais pas, et c'est pour ça qu'il faut absolument une visite et que je sois sur place. Donc la liberté financière, ça prend du temps. Si jamais tu penses que ça y est, je suis super motivé par l'immobilier, je suis super motivé par la bourse, j'ai envie d'avoir ma liberté financière dans deux mois ou dans 2 ans, ou je sais pas trop ce que tu peux penser, mais si jamais c'est l'image que tu t'en fais, je dis pas que c'est pas possible d'avoir la liberté financière en 2 ans. Il y a des gens qui vraiment ont acheté un bien immobilier et dès le premier bien immobilier se sont retrouvés en LF, comme on pourrait dire, se sont retrouvés rentiers. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2022, c'est un petit peu plus dur d'acheter. Les prix sont un peu plus hauts. Les conditions bancaires se sont pas mal resserrées entre le taux d'endettement, le taux d'usure surtout qui pose problème, le fait que les banques ne prêtent, c'est pas que ne prêtent plus, mais prêtent beaucoup moins facilement. Donc tout ça fait que ça complique les choses. Mais il y a des gens qui ont vraiment acheté un immeuble et se sont retrouvés avec 2500 euros de cash flow instantanément. Et de ce fait, se sont retrouvés en liberté financière. Moi, ça n'a pas été mon cas, malgré que j'ai quand même on a quand même des sacrées performances. Quand je regarde un peu le parc immobilier, on est à plus de 10% net. C'est assez dur à trouver. Ça demande pas mal de critères, les étoiles qui s'alignent pour trouver des biens à 10%. Mais en tout cas, on en a trouvé. Et malgré tout, c'est pas si facile que ça. Alors après, je tiens à le souligner, je suis en association avec mon meilleur ami. On est deux. Les cash flows sont divisés par 2. Mais bon, les travaux sont divisés par 2 aussi. Il y a 2 fois plus de sécurité financière parce qu'on est tous les deux, on a tous les deux de l'épargne, et lui encore plus que moi. Donc ça nous met très bien. Mais voilà, ça a pris quand même du temps. Comme je te le disais, si jamais tu t'imagines que la liberté financière c'est en 2 mois, franchement ça va être chaud. Je dis pas que c'est pas possible, mais ça va être chaud. Enlève-toi ça de la tête, prends plutôt une durée qui te semble plutôt réaliste. Je dirais à 5 ans, c'est plutôt réaliste si tu t'en donnes les moyens. En tout cas, en 5 ans, c'est pas que j'en suis persuadé, mais je sais que c'est largement possible d'arriver à se retrouver en liberté financière. Après, c'est toujours pareil. Au début, tu sais, tu vas voir les gens, ils vont se dire ouais, moi je veux la LF parce que j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de jouer toute la journée à l'ordinateur. Je veux la LF parce que j'ai envie d'être toute l'année en voyage. Je veux la LF parce que je veux pouvoir passer du temps avec ma famille, mes enfants, les voir grandir, etc. Là-dessus, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement de valeur. Je veux dire, chacun est libre de penser et de faire comme bon lui semble. C'est quand même ta vie, c'est quand même ta propre vie. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de jugement à porter. Mais tu verras que quand tu commences à te mettre dans le chemin de la liberté financière, ça va te demander pas mal de sacrifices d'un côté. Je veux dire, si tu veux avancer, forcément, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Moi, les sacrifices, ça a été de ne pas voir certains collègues en permanence comme j'ai pu le faire dans le passé. Ça a été de travailler 6 jours et demi sur 7, puisque notamment quand on a rénové le dernier bâtiment, tu as la vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça nous a pris 2 ans. Il y avait quand même 300 mètres carrés à rénover de fond en comble. Quand je dis de fond en comble, c'était intégralement. Il y avait les murs, les sols. Et encore, c'était pire que ça, puisque il y avait les murs, les sols, et les appartements, mais dans une disposition complètement chiadée. Ce qui a fait qu'on a dû mettre les appartements en plateau avant de les reconstruire. Et qui dit les mettre en plateau, dit tout défoncer à la masse, évacuer tous les gravats, s'apercevoir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas forcément prévues, etc. Donc, sachant que je travaille encore, je suis encore en CDI. Moi, je travaille dans le domaine de la télécommunication, tout ce qui touche à Internet. Je m'occupe de la maintenance de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dû travailler 6 jours et demi sur 7, puisque je faisais ça samedi, dimanche matin. Je me laissais uniquement le dimanche après-midi. Et bien parce que tout simplement, comme tout le monde, j'ai une vie et j'avais des choses à faire, ne serait-ce qu'un petit peu de ménage chez moi, m'occuper de certains papiers, faire des quittances de loyer, gérer des problèmes annexes, ne serait-ce que manger avec mes parents ou avec ma famille. Voilà, donc je me suis laissé vraiment pendant 2 ans uniquement les dimanches après-midi. C'est pareil au niveau de mes vacances professionnelles, les 5 semaines de congés payés.
Eh bien, sur ces 5 semaines, je crois que j'ai pris peut-être, je dis bien, une semaine de vacances pour moi, et encore, c'était souvent pour faire des trucs pour moi. Et le reste du temps, les 4 semaines de vacances, je les ai systématiquement posées pour bosser sur mes projets. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc là maintenant, ça y est, je peux enfin poser des vacances pour moi, puisque bah, le prochain bien qui va arriver, je l'espère assez rapidement, va me faire ouvrir cette porte de la liberté financière. Je pourrais enfin bosser un peu plus sur mes vidéos YouTube, parce que mine de rien, les vidéos YouTube, les podcasts, ça prend du temps. Je fais les montages exactement comme les travaux, je m'occupe de tout. Pour l'instant, je délègue le moins de choses possible. J'ai le temps, ça me fait plaisir de le faire. Maintenant, c'est sûr que le temps, je l'ai, mais dans une moindre mesure. Je l'aurai beaucoup plus quand je pourrai me libérer de mes 7 heures de travail quotidien. Donc voilà un petit peu pour résumer le côté, est-ce que tu es prêt à payer le prix de la liberté financière? Et d'ailleurs, ça me fait penser là, à l'instant où je te dis ça, je vais t'en parler parce que de toute façon, on est dans un podcast, on a le temps. Moi, je sais que les podcasts, j'aime bien, tu sais, j'aime bien trouver un podcast de 1h40, enfin 40 minutes, 1h et demie. Quand j'ai des trajets, je sais que j'ai 1 heure de route, tac, je le balance et j'écoute. Et j'ai pas besoin de toucher le téléphone et de devoir tout le temps gratter le téléphone pour trouver une nouvelle vidéo. Donc c'est pour ça on a le temps et je vais te raconter cette petite anecdote. C'est Jim Rohn qui disait ça. Je ne sais pas si tu connais Jim Rohn, peut-être que tu connais Tony Robbins. Tony Robbins, le coach en développement personnel, celui qui donne des séminaires énormes, qui remplit des salles énormes aux États-Unis, qui vraiment essaie de te faire évoluer au maximum au niveau psychologique, te fait te dépasser. Enfin bref, voilà qui est Tony Robbins. Et Tony Robbins, il avait un mentor qui est décédé à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, qui s'appelait Jim Rohn. Tu peux retrouver des vidéos de lui sur internet. Il y a pas mal de speeches de ce gars-là. Franchement, c'est hyper intéressant. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, pardon. Et justement, je voulais te donner une citation. Enfin, c'est pas forcément une citation, mais te raconter ce qu'il avait dit. En gros, il avait dit que tout le monde dans sa vie, même si cette personne-là ne se lance pas forcément dans l'investissement, mais très concrètement, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Donc il a dit, tout le monde devrait avoir dans ses plans de vie de devenir millionnaire. Pas pour le million ou pour l'argent que ça allait te générer, mais pour la personne que tu deviendrais en essayant d'atteindre cet objectif. Et franchement, réfléchis-y 30 secondes, tu verras que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que ça va tellement te demander d'efforts, ça va tellement te demander de changement, d'avoir une vision différente, d'avoir un état d'esprit différent. Ça va tellement te demander tout simplement de formation, un niveau high performance dans tout ce que tu fais pour atteindre le premier million d'euros. On parle de 1 million d'euros de patrimoine net, hein, qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale, on va pas se mentir. Mais très concrètement, voilà, tu l'as compris, c'est que pour atteindre 1 million d'euros de patrimoine net, ça va tellement demander de travail sur toi que finalement, à la fin, même si tu décidais de donner ce million d'euros, ça ferait de toi une personne meilleure dans le sens de savoir comment faire de l'argent et de savoir comment réfléchir à un business qui rapporte de l'argent. Et en tout cas, moi j'ai remarqué, bien évidemment, commence pas à me défoncer en commentaire en me disant ouais mais Jérém, si t'es un gros connard, t'as beau avoir de l'argent, tu resteras quand même un gros connard. Et je te dirais même que c'est vrai, et je te dirais même plus, c'est que si t'es un petit con à la base et que tu te retrouves avec une somme d'argent, bien généralement tu vas devenir encore plus con. Et ça marche aussi pour le côté générosité. Si t'es généreux, si t'arrives à avoir de l'argent, je pense que je me trompe pas en te disant que tu vas être encore plus généreux. Donc c'est sûr, à ce niveau-là, on est d'accord. Mais pour revenir à ce que je te disais, si tu y réfléchis, c'est évident. Je veux dire, franchement, avoir 1 million d'euros quand tu sais pas faire, ça te demandera tellement de travail sur toi-même que tu n'en deviendras qu'une personne meilleure. En tout cas, moi, c'est ce que je pense.
Et je le vois bah, un petit peu sur moi, hein. Pourtant je suis pas encore à 1 million d'euros de patrimoine net. Certes, c'est un des objectifs que j'ai, c'est pas le seul, mais c'est un des objectifs que j'ai. Je pense que c'est d'ailleurs l'objectif de pas mal de monde, la liberté financière, 1 million d'euros, tu sais, le fameux million d'euros. Même si concrètement, et je suis assez convaincu au fond de moi, que 1 million d'euros, c'est pas si difficile que ça. Le premier million est difficile, mais très concrètement, quand tu fais une rétrospective sur ta vie après, une fois que tu l'as eu, tu te dis oui, c'était pas insurmontable. C'est pas comme si on te demandait de construire de rien un accélérateur de particules, où là tu te dis ouais, là ça me paraît particulièrement impossible à faire. Malgré que si tu regardes, on est quand même réussi à le faire, mais en s'y mettant à plusieurs et au fil des années. Euh, le million d'euros, ça demande du temps, c'est pas si difficile que ça. Je pense d'ailleurs que le million d'euros, de toute façon, c'est pas que c'est simple, mais concrètement, pour résumer, il faut, en tout cas pour faire 1 million d'euros dans l'immobilier, eh bien, il faut enchaîner les biens, il faut rénover les biens, augmenter leur valorisation et enchaîner, générer du cash flow qui te permet d'enchaîner des biens. Et puis petit à petit, bah, forcément, tu te retrouveras au bout d'un moment, si tu arrives à enchaîner les biens, à te retrouver avec 1 million d'euros de patrimoine net. Mais voilà, donc voilà ce que suggérait Jim Rohn. J'ai trouvé ça cool, franchement, j'ai bien aimé le speech qu'il a fait lorsqu'il disait ça. Pourquoi je disais ça? C'était surtout pour la LF. Ah oui, je me rappelle. En gros, je voulais te dire aussi, je suis parti sur ça, mais à l'initiale, je voulais te parler que même si à la base tu te dis moi je veux la LF pour rien faire, généralement tu vas tellement façonner ton cerveau parce qu'au même titre que le million d'euros, la LF ça va quand même te demander un certain travail. Je doute fort quand même qu'une fois que tu y arrives, tu te dis c'est bon, je fais plus rien. J'ai tendance à croire que même si t'es pas forcément passionné à la base, à la fin ça te fait tellement plaisir, tu sais, l'achievement, le fait de réaliser des choses, ça te donne tellement de satisfaction que je dirais tu peux plus t'en passer. C'est-à-dire que ok, maintenant c'est bon, j'ai la LF, eh bien finalement l'immobilier c'est cool, t'as pris goût et tu vas continuer à enchaîner, tu vois. Donc ça y est, t'as peut-être la liberté financière, mais c'est pas pour ça que tu travailles plus. Je pense que quand t'en es arrivé là, t'as du mal quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais du mal à vraiment ne plus rien faire. Franchement, j'aurais l'impression d'avoir un no sense à ma vie. Le fait que, je sais pas, mes journées servent à rien. Genre, je contribue à rien et je produis rien et je fais rien, tu vois. Je vois pas du tout la chose comme ça. J'ai tendance vraiment à croire quand même que les gens, de manière générale, euh, déjà, si t'es feignant, tu peux pas arriver à la LF. Vraiment, tu ne peux pas arriver à la liberté financière, sauf erreur d'un accident positif de richesse qui, je sais pas, un décès dans ta famille, tu l'as pas prévu, tu t'aperçois que finalement tu savais pas, tonton Gérard vient de décéder, puis tu te retrouves avec une partie léguée au titre du merde, j'ai perdu le mot, d'héritage. Voilà, t'as touché 200 000 euros. Et encore une fois, tu vois, les accidents de richesse positifs comme ça, au même titre que tu grattes un ticket et puis finalement tu as gagné 100 000 euros ou alors tu as gagné au loto, à part si tu gagnes une somme astronomique, la plupart du temps, les accidents de richesse positifs comme ça, les choses sont plutôt bien faites. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, voilà, tu n'as pas forcément ton cerveau calibré sur la gestion de la richesse, tu as 200 000 euros qui tombent, tu te dis ouais, 200 000 euros, c'est comme si c'était 2 milliards d'euros. Et puis tu dépenses voiture, voyage, etc. Et en réalité, 200 000 euros va très vite, mais tu te retrouves avec plus rien. Donc, finalement, un accident de richesse ne va pas forcément t'amener la liberté financière. Et si t'es feignant, parce que c'était ça que j'étais en train de te dire, si t'es feignant, franchement, à moins que tu sortes de cette zone de confort et que tu commences à te bouger le cul sérieusement pour accomplir ce qu'il faut accomplir pour avoir la liberté financière, mais sinon, franchement, je vois pas comment tu peux faire. Vraiment, quand je vois les efforts que ça m'a demandé, dans tous les sens, que ce soit la rénovation comme je te disais, des bâtiments, le fait de devoir apprendre comment faire, de devoir trouver, de devoir négocier pour avoir du cash flow, parce que la liberté financière, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as assez d'argent pour pouvoir vivre sans travailler, entre guillemets. Ça veut dire que tu as forcément du cash flow, des performances qui sont un minimum correctes. Et ça,
Si t'es feignant et que tu te dis, ouais, moi j'ai la flemme, Jérém, franchement, Jérém, ouais, tu fais chier avec ton truc, moi j'ai pas envie d'apprendre, j'ai pas envie de passer des heures comme toi de formation, j'ai pas envie d'aller bosser tous mes week-ends dans un truc pourrave avec de la poussière partout pendant que mes potes ils sont en train de manger un barbecue et de rigoler autour d'une table. Bah ouais mon pote, c'est sûr, mais à un moment faut savoir aussi ce que tu veux. C'est-à-dire que t'as pas le choix, vraiment. Si tu veux arriver à la liberté financière, il faudra que tu sois prêt à en payer le prix et tu n'auras pas de choix et le prix, c'est ça. Donc, pour revenir un petit peu à tout ça, c'est que oui, la liberté financière, c'est super. Oui, la liberté financière, pardon, ça a un prix. Oui, la liberté financière, ça va te permettre d'avoir une vie, je pense, mieux que 90% des gens. Par contre, ça sera sous condition pendant X années de travailler 2 fois plus dur que les autres et du coup de se priver de certaines choses. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment eu le choix. Je suis de nature à dire que je préfère payer le prix maintenant. Putain, mais désolé. Je couperai peut-être ça au montage. Putain, j'arrive plus à parler, j'ai la gorge nouée. Je disais, moi, je suis de nature à dire que je préfère payer le prix maintenant pour pouvoir payer tous les prix plus tard. Donc ça, c'est ma philosophie. Après, tu auras toujours, tu sais, les gens, ouais, mais j'aime, de toute façon, si dans 6 mois tu chopes un cancer et que tu décèdes, bah finalement, tu auras fait tout ça pour rien. Bah oui, c'est sûr, connard, mais en même temps, j'ai envie de te dire, j'espère ne pas crever d'ici 3 ans, tu vois. J'espère à un moment donné que tout ce que je fais aujourd'hui, ça va me servir plus tard. Qu'il y a un moment, sans que forcément j'ai 70 ans, que je puisse commencer à profiter un peu de la vie. Malgré que, détrompe-toi, hein, je profite vraiment de la vie. Et franchement, je suis super content de ma vie. Même si je suis pas forcément satisfait. Je suis heureux, ok, mais je suis pas satisfait. Je pense, si j'étais satisfait, je continuerais pas à faire ce que je fais. Ou alors, du moins, je m'appuierais sur des acquis, comme on dit. Mais je pense que l'insatisfaction fait aussi partie du fait que tu évolues sans arrêt. Mais voilà, moi je suis vraiment de nature à me dire je préfère payer le prix maintenant pour pouvoir me payer tous les prix plus tard. Maintenant, plus tard ne veut pas forcément dire dans 20 ou 30 ans. Je pense qu'en faisant les choses bien, tu peux commencer à avoir des belles choses assez rapidement. Franchement, un laps de temps de 5 ans, c'est long et rapide en même temps. Je sais pas quel âge t'as, d'ailleurs tu peux me le dire en commentaire, mais si, admettons, t'es 25 ans, comme j'ai des collègues autour de moi qui ont 22, 23, 25 ans, 5 ans, ça fait 30 ans. Franchement, 30 ans, t'es encore jeune. Il y a un moment, il faut être réaliste aussi. 30 ans, t'es dans le meilleur, la meilleure forme possible. Enfin, en tout cas, un homme, je dirais, entre 25 et 50 ans, il est dans la force de l'âge, tu vois. 30 ans, 35 ans, c'est topissime. C'est le moment où tu commences à avoir un petit peu des moyens, surtout si tu attaqué tôt. C'est pour ça que plus tu attaques tôt, mieux c'est. Au même titre que la bourse, plus tu commences à investir tôt, et mieux c'est. J'ai fait pas mal de vidéos sur la bourse sur ma chaîne. Tu peux voir un petit peu l'effet cumulé des intérêts composés. C'est insane. Je veux dire, malgré qu'au départ, c'est sûr que si tu commences à mettre 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, même 10 000 euros en bourse, détrompe-toi, c'est pas avec ça que tu vas avoir ta liberté financière. Par exemple, en bourse, pour parler que ça, si tu veux, admettons, tu veux 2000 euros par mois net, ce qui fait 24 000 euros à l'année. Si tu es sur un support boursier qui tourne à 10% annuel, moyenné à la annualisé sur 10 ans de temps, 20 ans, bah tu te rends vite compte que pour faire 24 000 euros, il te faut 240 000 euros en bourse. Je sais pas, à moins que tu aies 240 000 euros qui soient tombés de nulle part. Et là, tu as été super intelligent. Et encore, contrairement à pas mal qui auraient cramé tout ça, comme je te disais tout à l'heure, toi, tu as été intelligent et tu les as placés sur un support. Mais malgré tout, voilà, avec 240 000 euros, ça va t'offrir que, entre guillemets, 2000 euros par mois. Je veux dire, 2000 euros par mois, c'est sûr que c'est pas mal. Mais maintenant, moi, c'est pas du tout la vie que j'espère. Je veux dire, j'espère vraiment. Alors aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que ça, mais j'espère vraiment un jour toucher des sommes qui sont pour la plupart des gens, pour la 99,9% des gens, un rêve merveilleux, tu vois. Quand je te parle de 15, 20, 30 000 euros par mois,
J'espère réellement qu'à un moment donné, c'est ce que je vais avoir, parce que je trouve ça pas du tout exceptionnel dans le sens pour y arriver avec le temps, avec une échelle de temps 25-30 ans. Je pense que c'est réaliste. Même si peut-être que quand je te dis ça, tu te dis non mais Jérém, mec, t'as fumé quoi? C'est de la bonne quoi. Je veux dire, c'est sûr qu'on parle de 15, 20, 30 000 euros par mois. C'est pas 2-3 000 euros par mois. Après, tout dépend où est ton référentiel. Tu sais, déjà, faire 1 million d'euros placé sur un support à 10%, ça te donne 100 000 euros à l'année. Donc, tu es sur un petit 8 000, 8 500 euros mensuel, ce qui est déjà quasiment 10 000 euros. Alors que c'est vrai que quand tu te dis 10 000 euros par mois, ça te paraît impossible à avoir. C'est sûr que si tu n'as pas encore calibré ton cerveau, c'est compliqué. Mais c'est pas impossible. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui gagnent bien plus que ça. Tiens, tu t'es déjà posé la question de, par exemple, de combien avait gagné Elon Musk en 2021? Eh ben, je vais te donner la réponse de tête comme ça. Elon Musk, il me semble qu'en 2021, son patrimoine net, alors après, c'est sûr, tu vas me dire, oui, mais Jérém, c'est des actions, ça varie, etc. Oui, peut-être, mais globalement, son patrimoine net a augmenté de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, je ne sais pas si tu t'imagines, si tu t'amuses à faire la conversion en argent gagné par jour, je crois qu'on est à un truc comme 300 millions de dollars par jour. Je ne sais pas si tu vois le délire que c'est. Hein. Donc, c'est sûr que là, on est dans les extrêmes. J'ai pris forcément le gars qui a gagné le plus d'argent en 2021. Mais si on revient un petit peu à notre niveau, plus, puisque forcément on n'y est pas encore, mais qui est de 20, enfin je disais 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, eh bien je suis désolé, avec la mise en œuvre, avec l'investissement, avec le fait de bouger son cul, de pas se reposer sur ses lauriers, de trouver des nouveaux moyens d'avoir de l'argent, de multiplier ses sources de revenus, de faire l'immobilier, de faire de la bourse, de faire des cryptos, de faire du private equity, etc. Franchement, sur une échelle de temps de 30 ans, je pense que c'est tout à fait faisable. C'est sûr que si tu me dis, essaie de faire ça dans 2 ans, oui, bien évidemment, dans 2 ans, ça va être vraiment, vraiment chaud. Genre, je vois pas à l'heure actuelle comment je pourrais faire. Mais sur une échelle de temps de 30 ans, avec les intérêts composés, le fait de réinvestir l'excédent, etc., je pense que c'est tout à fait faisable. C'est pour ça que j'en reviens à la question de départ. La liberté financière, ok, mais c'est quoi ton prix? C'est quoi le prix pour toi de la liberté financière? Il y en a, ça va être 2 000 euros. Il y en a, ça sera 10 000 euros. Il y en a, ça sera 30 000 euros, etc. Moi, je te cache pas que la liberté financière, si je devais te résumer ça en 2 mots, ça serait le fait de pouvoir payer toutes les charges que j'ai à payer et si possible, au moins avoir 1 500 euros d'excédent qui me permettront soit de capitaliser pour faire un projet plus conséquent, soit tout simplement de réinvestir cette partie-là au moyen d'un DCA en bourse ou ce genre de support. Voilà en 3 mots pour moi, qu'est-ce que la liberté financière? Après, franchement, là encore une fois, j'ai survolé. Je pense que la liberté financière, il y aurait 1 milliard de trucs à dire. Mais je pense qu'on a fait quand même le tour. Hésite pas à me dire en commentaire, encore une fois, toi, comment tu vois la liberté financière? Est-ce que tu es sur le chemin de la liberté financière? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Moi, c'est très simple. Hein, la liberté financière, c'est se constituer du cash flow positif au travers de l'immobilier. Pourquoi pas avoir des revenus alternatifs? Donc, ne serait-ce que par exemple YouTube. Bon là, j'en suis au début. Je te cache pas que c'est pas forcément la motivation principale du pourquoi je fais du YouTube, mais ça sera une conséquence d'eux, au même titre que l'immobilier. Au début, tu fais de l'immobilier et finalement le cash flow, le fait d'avoir du cash flow, c'est une conséquence d'eux parce que tu as fait les choses bien. Moi, je estime que si un jour j'ai des revenus qui me sont générés par YouTube, c'est parce que j'aurais touché un nombre de personnes assez conséquent que les gens aimeront mon contenu. Et de ce fait, je serai tout simplement récompensé au travers des paiements publicitaires par Google AdSense. Non, c'est pas AdSense, je dis une connerie. Enfin bref, le Google qui te paye tout simplement ce qu'ils te doivent
lorsque tu as une chaîne YouTube qui performe un minimum. Par conséquent, bah, si c'est de la merde, ce que je fais, d'ailleurs, si c'est de la merde, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais du coup, par conséquent, tu n'es pas payé. Donc, voilà, multiplier ses sources de revenus, c'est important. Je vais pas jusqu'à aller te dire de faire du black, etc. parce que je suis pas dans ce mood-là. Mais tu l'as compris, avoir un job, avoir deux jobs, avoir de l'immobilier, avoir un business en ligne qui tourne, avoir un YouTube, proposer un vlog, proposer des produits à la vente, avoir, je sais pas, une marque de montre, pour ne citer qu'un collègue qui a fait ça, ou un autre collègue qui est en train de se lancer dans le business de portefeuille en cuir de crocodile. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Des idées, il y en a plein. Après, il faut arriver à les mettre en pratique. Il faut arriver à les concrétiser. Parce qu'une idée qui reste au stade d'idée, bah, c'est bien, mais ça ne te rapportera rien. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont eu des idées géniales, mais qui les ont jamais mises en pratique. Et du coup, bah, ça reste au stade d'idée. Et l'idée ne te rapporte rien, si ce n'est de la satisfaction intellectuelle. Mais tu l'as compris, il faut que tu multiplies tes sources de revenus. Et petit à petit, en avançant comme ça, tu auras tout simplement ta fameuse liberté financière. Voilà, donc je sais pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble. Je suis bientôt arrivé à destination. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. C'était un petit peu moins long que l'autre fois. Maintenant, c'est vrai que les podcasts, au niveau des durées, c'est pas forcément moi qui décide, même si c'est moi qui décide, mais tu l'as compris. Je dis ce que j'ai à dire, et si ça prend 1 heure, ça prend 1 heure, et si ça prend 1 heure et demie, ça prend 1 heure et demie, et si ça prend 35 minutes, ça prend 35 minutes. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la liberté financière. Si tu savais pas ce que c'était, bah, pour l'instant, au moins jusqu'à maintenant, tu auras des notions un petit peu plus poussées de la liberté financière. Voilà, le fait de se libérer de son boulot. Très concrètement, vivre de ses activités, vivre de ses cash flows, vivre de ses rendements boursiers. Si on peut résumer la liberté financière, pour moi, ça serait plutôt ça. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut la team!